Bonjour et bienvenue à Bâle. Nous sommes dans le studio de Film Explorer et bienvenue au studio à Nicolas Bézard, Emilien Gur, deux collaborateurs fidèles de Film Explorer qui m'ont convoqué pour discuter autour des films de Wim Wenders. Wim Wenders les deux films de Wim Wenders sous lesquels on va discuter sont en ce moment dans les cinémas en Suisse, sont distribués par le distributeur DCM. Et ensemble, ils étaient présentés, ils ont eu leur première à Cannes. Le film Anselm, Das Rauchen der Zeit, Le bruit du temps, c'est un film en 3D qui était présenté en projection spéciale à Cannes. Et toujours à Cannes cette année, était présenté Perfect Days, un film qui était en compétition et qui a rapporté la palme d'argent pour le meilleur acteur, Koji Yakusho, et aussi le prix écuménique. Alors certainement des raisons pour parler de Wenders, mais je peux dire juste personnellement, c'est un auteur que j'ai beaucoup aimé quand peut-être tous les nous cinéphiles, nous avons bien aimé le Wenders des films des années 70-80. À partir des années 90, grosso modo, j'ai commencé un peu mon intérêt a commencé à baisser, je l'ai un peu mis à côté, entre guillemets, dans mes intérêts. Et là, il y a deux films, vous me convoquez avec intérêt de discuter ces deux films. Voilà, pourquoi parler aujourd'hui de Wenders, à part la une, qu'il y a deux films qui circulent en ce moment de cet maître allemand. Alors, pour ma part, Wim Wenders, comme toi, Giuseppe, c'est un cinéaste que j'ai beaucoup aimé, pour lequel j'ai eu beaucoup de tendresse vers la fin de l'adolescence, quand j'ai commencé un petit peu à fabriquer mon rapport au cinéma, à travers des films qui étaient un peu des vitrines d'une proposition, je dirais, un peu différente du cinéma commercial, comme Paris, Texas, par exemple. Et moi, je l'ai découvert surtout par ces premiers films des années 70, dont une trilogie que je trouve magnifique et qui, je pense, si elle était la propriété de n'importe quel cinéaste, rendrait cet auteur fier et heureux d'avoir fait ces films, à savoir Alice dans les villes, Au fil du temps et Faux mouvement. Et c'est un cinéaste, donc à rebours, j'ai découvert la suite de sa cinématographie, c'est-à-dire notamment le cinéma des années 80, puis le cinéma des années 90, avec toujours, et 2000, avec toujours une déception de plus en plus grande. Et une sorte de tristesse par rapport à cette tendresse initiale que j'avais ressentie. Et je dirais que le point de rupture, ou en tout cas le moment où j'ai lâché un peu l'affaire, Wenders, ça a été Palermo Shooting, un film qu'il a tourné en Italie, en hommage à Bergman à Bergman et à un autre cinéaste qui était mort à ce moment-là, Antonioni. Antonioni, Voilà, exactement. 2007. C'est deux de ses maîtres de cinéma. Et le film m'a vraiment consterné. Parce que finalement, ce film ressemblait à une sorte de spot de publicité pour tout ce qu'il critiquait ouvertement et avec grand talent dans les années 70. C'est-à-dire une image bluffeuse, des effets à profusion, une narration creuse, des images qui veulent en fait nous vendre autre chose que ce qu'elles sont. Et il tombait dans tous ces pièges-là, j'avais l'impression, avec ce film, Palermo Shooting. Et ensuite, eh bien, il y a eu quelques films de fiction, quelques films documentaires, mais qui n'ont pas relevé le niveau. Par exemple, Submergence, qu'il a tourné en 2017, n'a même pas été distribué en Europe. Et pour moi, c'était Les Beaux Jours d'Aranjuez, je pense, le film avec lequel je dis adieu. Là, on revient avec Anselme, avec la forme documentaire, avec un genre que Wenders, depuis les années 90, a utilisé beaucoup, avec un film qui, moi, me semblait dans une continuité par rapport à ce style documentaire dont Wenders était porteur depuis les années 90, je le dirais dans un mot, un style hagiographique, un hommage qui justement va vers la géographie et, euh, et voilà, peut-être avec des aspects promotionnels, je dirais, avec un aspect non critique assez marqué. Je ne sais pas, toi, Emilien, si
ton ressenti immédiat en regardant Anselme? Oui, absolument, je partage tout à fait ton avis. Giuseppe, c'est un exemple paradigmatique de sa pratique du documentaire qui, pour rappel, il initie dans les années 80 ce Ferrer avec son portrait du cinéaste Nicolas Ray, moribond. Et depuis, tous ces documentaires vont s'articuler en une série de portraits de personnalités vieillissantes, moribondes ou mortes, dans le cas de Pina. Ce sont très souvent des artistes, des plasticiens, des cinéastes, mais ça peut aussi être le pape. Je pense à son documentaire de 2018 autour du pape François. Là, dans son dernier documentaire en date, il s'intéresse donc à l'artiste allemand Anselm Kiefer, artiste voilà, autour duquel il réalise un portrait documentaire en 3D. Voilà, la pratique de la 3D aussi, c'est aussi voilà, un exercice qu'il a beaucoup développé à travers le geste de cinéma documentaire. Et en fait, voilà, on retrouve non seulement, comme tu le disais, ce problème de la géographie, en fait, c'est un documentaire extrêmement complaisant, mais il y a un problème aussi de dramaturgie que je trouve assez criant, c'est-à-dire que, en fait, Anselme, Le bruit du temps, c'est pas un film, mais c'est 3 films en puissance. On a l'impression qu'il était incapable de choisir quel film il allait faire. À la fois, c'est un portrait d'un artiste au travail, à la fois, c'est des reconstitutions très kitsch de sa vie, voilà, de moments clés de sa vie, de sa formation en tant qu'artiste, et à la fois c'est un film d'archives voilà, qui compile des documents audiovisuels autour de la constitution de la carrière d'Anselm Kiefer, et donc Wim Wenders c'est un peu, voilà, il y a une espèce de mise à l'abandon de son rôle de cinéaste, en fait, il est là devant ses 3 pistes, il hésite, et il sait pas quel film faire. Est-ce qu'il n'y aurait pas une sorte de projection du cinéaste Wenders sur l'artiste Anselm Kiefer, finalement? Les deux sont nés en 1945, dans une Allemagne détruite, sont des enfants de l'Allemagne ruinée. Et les deux ont entrepris un travail, comment dire, un petit peu de fossoyeur par rapport à cette période sombre de l'Allemagne et de ces mythes dévoyés par, évidemment, le Troisième Reich. À travers par exemple le film Au fil du temps et les faux mouvements. Wim Wenders revenait sur ces thématiques-là, les travaillait douloureusement, proposant quelque chose du coup d'assez inédit dans le cinéma allemand à cette époque-là. Et on voit bien que toute la carrière d'Anselm Kiefer, elle est travaillée par une trajectoire autour de ce thème-là également. Et en voyant le film, j'ai eu l'impression qu'il se voyait à travers cet artiste, Wim Wenders, et qu'il réalisait le film qu'il rêverait peut-être qu'on réalise sur lui. C'est-à-dire un film dans une veine extrêmement romantique, où on présente l'artiste comme ça, en figure... Titanesque, je dirais. Titanesque, fictionnelle, fictionnalisée, évoluant dans un gigantisme, à travers des mythes, à travers le temps. Et en plus, moi je dirais, bon, dans la trajectoire artistique de Anselm Kiefer, il y a certainement des aspects, des questions très intéressantes, eux d'un point de vue artistique, d'un point de vue aussi politique, et sont abordés, mais ce que je trouvais un peu énervant dans ce film, c'est qu'ils sont abordés de façon assez superficielle. Prenons par exemple l'échange avec Beuys, ce moment charnière de la vie d'Anselm Kiefer, qui a déterminé aussi sa carrière artistique. Qui serait très intéressant à interroger parce qu'il y a des éléments de connexion avec Beuys, mais aussi des grands éléments, je dirais, de distance. Voilà, tout cela, je pense que ça passe en 5-10 minutes et on reste à l'anecdote, on reste à l'information qu'on pourrait avoir. Aujourd'hui, on pourrait avoir sur Wikipédia ou sur n'importe quelle autre source d'information. Donc, on va pas. C'est comme si on ne veut pas, on n'a pas un plaisir à aller jusqu'au bout des questions. Et moi, je pense que le problème, c'est l'image. Enfin, le problème est l'avantage parce que les images certainement sont crient ou demandent ou poussent le spectateur à des waouh, parce que c'est des images de grandioses, je dirais, ou qui insistent sur la grandiosité. Et je pense que cette recherche d'une image qui veut plaire, qui veut étonner, détourne toute possibilité de développement
de contenu, je dirais, par rapport à un parcours, un artiste qui est quand même intéressant. On peut peut-être dire que c'est le plus beau film plastiquement que Wenders ait réalisé, ce Anselme. Des mouvements d'appareil incroyablement aériens, une qualité d'image, une précision de l'image. Bon, peut-être que la 3D rentre en jeu là-dedans, mais en tout cas qui est là. Un souffle. Il y a quelque chose visuellement qui tend toujours, visuellement et de manière sonore aussi, puisque le film baigne dans une musique symphonique, à mon avis très problématique, puisqu'elle est quasiment constante dans le film. Elle recouvre les échanges, les paroles, les scènes, etc., les situations. Je le rappelle, Leonard Küssner, la musique, et on rappelle évidemment Franz Lustig, le caméraman fidèle qui accompagnait Wim Wenders pour beaucoup, beaucoup d'années. Et cette sophistication extrême, en fait, elle crée une sorte de désir de séduction. Et moi, en tant que spectateur, pendant l'heure et demie du film, j'ai lutté contre le pouvoir de séduction du film qui essayait de s'exercer sur moi en permanence pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'on me racontait. Et j'ai l'impression qu'il essaye, avec cette séduction des images, il essaye en fait de court-circuiter ça, de court-circuiter le sens, et qu'on doit toujours essayer de rester réveillé pour essayer vraiment de comprendre ce qu'on nous montre et qu'est-ce qu'on nous montre. Eh bien, j'ai eu l'impression finalement qu'il nous faisait simplement une visite guidée d'une installation, d'une œuvre, ou qu'il nous posait simplement devant une œuvre d'Anselm Kiefer, et qu'on pourrait ressentir ce qu'on ressent dans le film si on allait tout simplement voir les œuvres. Mais rien de plus. Et c'est ce rien de plus, à mon avis, qui est problématique. Et c'est d'autant plus frappant, à mon sens, quand on a vu le film en 3D, où en fait, voilà, le geste de Wenders c'est vraiment apparent, criant, c'est regardez ce que je sais faire avec la 3D, regardez ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut transmettre l'œuvre d'un artiste, d'un plasticien à travers la 3D, regardez, et à mon avis, là, c'est vraiment la défaite totale d'un cinéaste, parce que voilà, pour reprendre le bon mot du critique Luis Gorecki, un film, ça ne se regarde pas, ça se voit, et justement, là, il fait exactement l'inverse. Il nous incite pendant 1h30 à regarder ces images qu'il a fabriquées, qu'il a construites, mais au final, on ne voit rien. C'est un film aussi qui est complètement fait pour la 3D, c'est qui n'utilise pas la 3D pour faire quelque chose, mais qui est au service de la 3D. Il y a une raison, je dirais, parce que le mouvement, le parcours artistique de Anselm Kiefer est un parcours qui va de l'image à l'architecture, on pourrait dire, ou du dessin plutôt que de l'image à l'architecture. Ça, c'est plus ou moins bien montré, on peut le comprendre, et donc le geste de vouloir faire un film en 3D, dans ce cas-là, pourrait être légitimé. Cela dit, justement, on reste dans le regard, comme tu dis, Emilien. Mais pour moi, la 3D, c'est une défaite. C'est une défaite parce que penser qu'une image va être plus immersive parce qu'on utilise la 3D, donc qu'elle soit soulignée par cette technique, c'est penser que l'image ne suffit pas en elle-même à nous immerger. Or, il faut se rappeler quand même que quand cet art a été inventé, le cinéma, les premiers spectateurs voyant un train filmé en gare de la Ciotat, arrivant en gare de la Ciotat par les Frères Lumière, on déguerpit parce qu'on pensait que la dite locomotive leur fonçait sur eux. Donc ça montre le pouvoir de l'image lorsqu'elle est cadrée, fabriquée, maîtrisée, et surtout lorsqu'on injecte à l'intérieur quelque chose qui crée un mouvement à l'intérieur du spectateur. Et ça, en fait, c'est le paradoxe de Wim Wenders aujourd'hui, c'est son paradoxe dans le rapport à la technologie, à la fois euphorique au regard des possibilités offertes par la 3D, et à la fois vieux ringard un peu technophobe, comme c'est le cas de son personnage dans Perfect Days, qui écoute de la musique uniquement sur vidéocassette, qui n'a jamais entendu parler de Spotify, et c'est un peu peut-être aussi le problème de Wim Wenders, qui se retrouve un peu dans cette zone grise, partagée à la fois entre un discours peut-être pas réactionnaire, mais nostalgique de manière un peu facile et complaisante, et de l'autre fasciné, mais là aussi avec une complaisance d'un autre type pour les nouveautés technologiques qui s'offrent au cinéma en 2023. Et c'est exactement ça. En fait, ce moment Wenders, pour moi, il est intéressant parce qu'il met à jour la grande schizophrénie qu'on connaissait déjà, mais jamais elle était aussi éclatante de Wim Wenders. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, dans Perfect Days, son personnage lit des romans. Et il y a notamment deux auteurs
qu'il lit. Il lit Faulkner. Faulkner, qui était un grand bâtisseur de cathédrales, quelqu'un qui faisait des œuvres monumentales, quelqu'un qui était un constructeur. Et à côté de ça, il lit aussi Salinger. Salinger, qui était lui un miniaturiste, quelqu'un du geste modeste, quelqu'un qui travaillait la légèreté, au contraire, le trait à peine esquissé. Et ces deux pôles-là, finalement, c'est exactement ce qu'il nous propose aujourd'hui à travers Anselme, qui est ce film gigantesque, monumental, qui traite du monumental, et puis Perfect Days, qui voudrait avoir une forme modeste, d'un petit film, et qui fait l'éloge du petit, d'ailleurs. Et ça montre qu'en fait, Wim Wenders me paraît complètement, comme tu dis, dans une zone grise entre ces deux dimensions, le très grand et le très petit. Sa filmographie, ce sont les petits films qui sont les plus grands. J'entends Alice dans les villes, j'entends Au fil du temps, voilà, qui étaient des films qui étaient faits avec des moyens quand même limités et dont l'effet de répercussion se fait encore sentir aujourd'hui. Quand j'ai vu Anselme, j'ai eu la sensation assez vite, moi je me suis assez détaché assez vite du film, et donc j'ai eu une lecture de deuxième degré, disons comme cela. C'est-à-dire, j'ai vu une pauvre personne. Pauvre, pourquoi? Parce qu'il s'aimait constamment en image, je veux dire l'artiste lui-même, qui se fait acteur de soi-même, et qu'il est un peu prisonnier de ces grandes installations, ces grandes scènes qu'il lui-même fait. Donc je l'ai vu vraiment comme une personne un petit peu perdue, presque dans une certaine misère, perdue dans sa grandeur. Donc pour moi, il y avait, mais je répète, c'est une lecture vraiment deuxième degré, hein, peut-être, certainement peut-être pas voulue ni par Ansel Kiefer ni par Wim Wenders, comme un film sur la fragilité. Moi je l'ai lu, et c'était la seule façon de le lire positivement peut-être, comme indirectement, très indirectement peut-être, un film sur la fragilité de l'être humain, parce que derrière toute monumentalisation, tout monument, il y a peut-être la peur d'échouer, la peur de ne pas réussir, et peut-être derrière un grand cinéaste comme Wenders et un grand artiste comme Kiefer, il y a cette peur constante de l'échec. Moi, j'ai pas d'a priori d'ailleurs sur Ansel Kiefer, hein. J'ai découvert beaucoup l'artiste à travers ce film. Même si je pense que j'aurais pu en découvrir beaucoup plus, pour le coup. Pourquoi? Parce que Wenders, comme il le fait depuis le début, est resté en surface. C'est-à-dire que c'est un cinéaste de la surface. C'était passionnant ce qu'il faisait avec les surfaces dans les années 70 et au début des années 80. Ça rejoignait d'ailleurs des gens qu'il a beaucoup aimés, comme Edward Hopper, qui est le peintre de la surface américaine, comme Stephen Shore, qui est le photographe de l'épiderme américain et du bâti. Donc voilà ce qu'on voit en surface lorsqu'on se promène dans la rue. Et de ça, il a fait vraiment des très beaux films, mais aujourd'hui, en fait, il pense que en ajoutant à la surface encore de la surface, à travers notamment la 3D, par exemple, qui finalement, ça résume bien ce que c'est que la 3D, hein, de la surface sur de la surface sur de la surface, eh bien, il pense peut-être qu'il va gagner en profondeur. Mais non, surface pour surface, ça fait toujours surface. C'est comme dans Perfect Days, lorsqu'un personnage dit à l'autre, peut-être que quand une ombre s'ajoute à une autre ombre, ça va créer de la profondeur. Bah non, ça crée simplement une autre ombre qui est l'égale des deux autres ombres. Eh bien, le problème de Wenders, c'est que je pense qu'il pense encore que surface plus surface, ça va faire profondeur, mais non, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais donnons, je veux dire, moi j'aurais envie maintenant dans notre discussion de donner vraiment un moment de positivité, parce que Perfect Days, moi je le trouvais un film, excusez-moi, bien fait, un film avec un sujet intéressant, surtout bien construit, qui se développe avec peu, avec cette principe de la régularité de la vie du personnage principal, autour duquel s'incrustent des rencontres, des personnages. Il y a même un petit exercice de mémoire à l'intérieur du film lui-même, parce que c'est intéressant comment la répétition de la journée est de plus en plus raccourcie, mais ça nous permet de vivre tout à fait la répétition de la journée en son entier, disons comme ça. C'est un petit exercice de perception et de mémoire que j'ai trouvé aussi intéressant. Qu'est-ce qui se passe avec Perfect Days?
En effet, il s'agit d'un retour aux sources premières du cinéma de Wenders, qui est un cinéma de l'errance urbaine, de l'attention au quotidien, aux petites choses. C'est un retour aux sources qui, de ce point de vue-là, est plutôt réussi, pas d'une réussite totale, à mon sens. Je parlais de l'image abominablement cliché de Palerme dans Palermo Shooting. J'ai aussi quelques réserves sur la manière de représenter Tokyo dans ce film, de représenter Tokyo et plus particulièrement ces toilettes très design, très soignées. Euh, ça a été relevé par plusieurs critiques, mais ce qui est frappant dans ces toilettes, c'est l'absence de saleté, en fait. C'est l'absence d'excréments. Et là, en fait, ce qui est assez ironique, c'est que en fait, dans Perfect Days, il retrouve une des figures premières de son cinéma, les désargentés, les marginaux, les nomades. Sauf qu'entre-temps, c'est peut-être un peu vite dit, mais Wenders est devenu millionnaire. Et donc, en fait, c'est une espèce de version aseptisée de son cinéma des débuts. Et ce qui manque dans Perfect Days, c'est cette scène magnifique au fil du temps, ce plan séquence où on voit un des personnages déféquer dans un champ. Et là, il y a une espèce de crudité de la matière, d'exposition du temps, de la durée, de l'expulsion de l'excrément. Et tout ça, en fait, c'est complètement lavé de Perfect Days, qui est en fait une version très hygiénique, très hygiénisée du cinéma des débuts de Wim Wenders. Alors, on peut dire que depuis Paris, Texas, chez Wenders, la saleté est propre. Et c'est tout le problème. Et effectivement, d'où il parle, Wenders, aujourd'hui, quand il réalise Perfect Days? Bien, il parle comme tu le dis, Emilien, de son statut de super auteur illustre, qui a eu des succès, qui a des entreprises, qui fait des publicités, qui a beaucoup d'argent. Et là, il voudrait nous faire comprendre, en fait, que la pauvreté, ça peut être sympa lorsqu'on achète des livres d'occasion à $1, lorsqu'on garde ses cassettes audio et qu'on n'achète pas de CD, qu'on n'a pas numérisé sa musique, qu'on se contente de toutes petites choses, qu'on n'a pas besoin forcément d'ailleurs d'avoir des amis, ni une famille, on a l'impression qu'il nous raconte le pauvre sympathique, le pauvre gentil, le pauvre acceptable à ses yeux aujourd'hui. Et moi, je trouve que ça a été vraiment le discours sur ce discours sur la décroissance venant de lui, ça a été un peu la goutte d'eau en fait, moi personnellement. Et je trouve que effectivement, tu parlais d'hygiénisme, c'est un cinéma inoffensif, c'est un cinéma aseptisé. Si on ne m'avait pas dit que c'était Wim Wenders qui avait réalisé ce film, pour moi, il serait frappé du sceau du cinéma, du style international, impersonnel, qu'on a pu voir d'ailleurs dans un film dans lequel tourne Koji Yakusho, donc qui joue le héros, le personnage principal de Perfect Days, Hirayama. C'est Babel, qui est un autre exemple de ce style international, qui est une sorte de grande machine à laver, comme ça, qui tue les nuances et les différences, et qui fait un cinéma propre sur lui. Et du coup, parfois on oscille. Quand j'étais devant Perfect Days, parfois j'avais l'impression de voir du Naomi Kawase, d'autres moments j'avais l'impression de voir du Koreeda, à d'autres moments c'était plutôt du Jim Jarmusch. On enveloppe tout ça avec une playlist de choix. Alors là, il n'y a rien à dire sur la playlist, c'est parfait. Et puis d'ailleurs, on pourrait vendre des bandes originales avec ça. Mais je me suis demandé sur cette thématique d'un homme de peu qui travaille les angles morts de la société japonaise, qu'aurait fait un cinéaste qui a vraiment des choses à dire là-dessus. Comme par exemple, Takeshi Kitano, lorsqu'il réalisait A Scene at the Sea, dont le personnage principal, en 1990, était un éboueur. Et là, il faisait quelque chose d'incroyable et d'extrêmement émouvant et de très poétique et de très intéressant du niveau de la forme, parce qu'il avait une rigueur. Moi, c'est marrant, j'ai pensé à un autre cinéaste, lui, allemand, comme espèce de contre-modèle à Perfect Days. Enfin, j'ai pensé à un film en particulier, Taxi zum Klo, de Frank Riplo, un cinéaste allemand qui est issu de la même génération de Wenders, né en 49, et qui signe dans les années 80 un film qui, en fait, est proche
de Perfect Days, de par sa structure narrative, il s'agit de dépeindre le quotidien, pas d'un nettoyeur de sanitaire, mais d'un prof homosexuel qui fréquente régulièrement des mêmes Vespasiennes dans un parc à Berlin pour rencontrer des hommes. Voilà, c'est des rencontres sexuelles dans un cabinet de toilette à Berlin. Et en fait, voilà, c'est le film anti-hygiéniste, en fait. Corps à corps avec la matière du réel, avec la matière du quotidien. Quelque chose de brut qui peut être prosaïque, qui peut être sale, qui n'a pas besoin, en fait, d'être labellisé. Et c'est ça, en fait, le problème de Perfect Days. Je suis d'accord avec toi, Giuseppe, je trouve aussi que c'est un film charmant, mais qui cherche, en fait... à tout labelliser, en fait. Moi, ce qui m'avait plu du film, comme je disais, c'est, disons, d'abord sa construction, la construction dramaturgique. Donc, il faut dire que le film est coécrit euh, par Taruma Takasaki, qui est un assistant, qui travaille beaucoup avec Wenders et qui est aussi un coproducteur. Alors je ne sais pas combien de son écriture il y a dans le film, combien de constructions il y a aussi dans ce film, mais je l'ai trouvé très très bien construit et je trouvais quelque chose aussi très classique dans le cinéma, c'est-à-dire une figure relativement passive comme protagoniste qui permet quoi? Qui permet de mettre en valeur les rencontres, de mettre en valeur ce qui se passe. C'est-à-dire un film qui se construit sous le fait que rien se passe, donne une certaine vibration, une certaine force aux choses qui se passent. Alors, ça ne se passe pas grand-chose, ça se passe des rencontres tout simples. Il y a une complaisance dans cette simplicité, dans le petit pauvre, la personne voilà, modeste qui fait une vie presque d'ermitage, voilà, justement, ça peut être un peu redondant quelquefois, mais en même temps, ça permet peut-être de retrouver une certaine inspiration, un certain élan par rapport au moment, dans une forme de minimalisme, euh, redonne importance à ces moments de rencontre, à ces moments de contact humain, justement parce qu'on parle de quelqu'un qui ne les a pas normalement dans la vie quotidienne. Donc ça m'a touché d'un point de vue strictement émotionnel, tout en reconnaissant ce thématique dont Nicolas tu parlais avant, je veux dire, on magnifie un peu la liberté de l'esclave. Aussi le plaisir qu'on peut y trouver en tant que spectateur, certainement tout le monde sous pression, on trouve dans ce personnage comme un moment pour respirer, un moment de s'isoler, d'imaginer une vie alternative fait de peu de choses. Moi, j'ai un point de désaccord par rapport à ce que tu dis, notamment quand tu parles de la construction du film. Euh, j'ai l'impression que Wenders aspirait à faire un film léger, aérien, qui travaille la spontanéité, la presque petite chose comme ça, captée dans le mouvement. Sauf que c'est un cinéaste lourd, Wenders. Et la construction de ce film est extrêmement lourde. Lourde parce qu'à mon sens, répétitive. Répétitive avec donc cette alternance de jour et de nuit. Et notamment ces scènes de nuit qui reviennent, ces rêves. Donc des séquences de rêves qui sont extrêmement banales, je trouve, qui sont filmées toujours en noir et blanc. Chez Anselm, d'ailleurs, c'est pareil. Hein. Anselm rêve en noir et blanc, et donc le personnage de Perfect Day rêve en noir et blanc aussi. Et il rêve un petit peu des mêmes choses, c'est-à-dire des éléments, images qui reviennent de la journée écoulée, qui reviennent la nuit, qui se mêlent en fondu enchaîné, comme ça. Et à un moment donné, vraiment, je me suis dit, mais il nous l'a montré une fois, 2 fois, 3 fois. Enfin, quel est le but de tout ça? Et oui, je trouvais vraiment que cette construction, elle allait à l'encontre même de ce que tu disais, c'est-à-dire cette chance qui pourrait nous donner d'adhérer au personnage et de voir le monde à travers ses yeux. Je trouve que c'est sans cesse comment dire, mis à plat par des lourdeurs dans le geste cinématographique. Je trouve dans la construction du personnage, c'est que
dans le minimalisme narratif qui est conçu dans voilà, l'organisation du film. Là aussi, on retrouve aussi une des aspirations de son cinéma, une des aspirations primordiales de son cinéma, qui est voilà, de faire passer le narratif au second plan. Et ça, c'est quelque chose qui marche assez bien dans ce film, c'est-à-dire que voilà, il réussit vraiment à créer un personnage sans histoire. Son passé est laissé voilà, un peu en arrière-plan, il y a quelques indices qui sont donnés, mais sans... Voilà, et là, je trouve que sur ce point-là, il arrive assez bien à éviter la lourdeur, quoique, c'est-à-dire qu'il ne sursignifie pas trop, en fait, le passé de cet homme, à part, voilà, à part, bien sûr, la scène de confrontation avec la sœur, là, où... Là, c'est voilà, le retour de la lourdeur vendétienne concentrée sur une scène. Finalement, dans ces minimalismes, il y a justement cet élément, la photographie, la musique, comme des éléments thématisés, finalement pas des éléments qui passent. Moi, je parle par exemple, sont-ils la musique comme quelque chose qui veut nécessairement exprimer. Oui, elle veut exprimer l'état d'âme du protagoniste, mais elle le fait d'une façon explicite. Et ça, j'ai apprécié. Le fait de mettre la photographie, la musique, l'écriture, au moins la littérature, je dirais, en premier plan comme des éléments explicites et pas des choses qui passent sans qu'on s'en aperçoit. C'est un peu comme repartir à zéro et mettre un peu les éléments de base du cinéma euh, voilà, en jeu à chacun de nous après de s'en approprier ou de ne pas s'en approprier. Et je trouvais ça comme un geste un peu de reset, un geste de dire ok, on revient un peu à zéro. Il pourrait avoir le charme du manifeste, ce film, du manifeste en la faveur de ce que tu dis, d'une forme de décroissance. Mais il arrive trop tard dans la filmographie de Wim Wenders. C'est peut-être ça le problème. C'est un film qui est profondément en décalage par rapport au temps du cinéaste et au temps de sa filmographie et de son œuvre. Moi, ce film m'a fait penser au dernier album des Rolling Stones, Acne Diamonds, qui a eu donc des critiques très partagées parce que d'un côté, il y avait un retour aux sources dans cet album, un petit peu comme dans le film de Wim Wenders par rapport à son cinéma. On proposait quelque chose de remasterisé, mais qui ne fait pas forcément avancer la réflexion ou les thèmes ou la forme de ce qu'il a pu proposer avant. Tu disais, c'est que voilà, le film intervient trop tard dans sa filmographie à lui. D'une certaine manière, c'est vrai. Mais en fait, il intervient même trop tard par rapport à l'œuvre de certains de ses disciples. Je pense notamment à Jim Jarmusch, qui a, voilà, au début de sa carrière, souvent été comparé à Wenders. C'était voilà, le Wenders américain. Je rappelle aussi que Jim Jarmusch a été en partie formé par Wenders. Il a travaillé voilà, sur le documentaire. D'ailleurs, c'est assez symptomatique. Il a travaillé avec lui sur le film le portrait de Nicolas Ray, moribond. Et en fait, Jim Jarmusch, d'une certaine manière, déjà avait anticipé Perfect Days avec Patterson, en fait. Il y a quelque chose de... En fait, c'est le maître qui s'inspire de l'élève, et il y a quelque chose d'assez ironique là-dedans. C'est-à-dire que quand on parlait, voilà, quand on convoquait les références qu'on mobilise Perfect Days, ben, il y a bien entendu Patterson avec le personnage d'Adam Driver qui jouait ce chauffeur de bus poète. C'était voilà, 2016-2017. Et là, en fait, Wim Wenders emprunte ce schéma narratif à Jim Jarmusch pour élaborer Perfect Days. Donc il y a une sorte de doublement trop tard, en fait. Non seulement dans sa propre filmographie, mais par rapport à ce qu'est devenu le cinéma à travers les cinéastes qu'il a forgés de son empreinte. Et peut-être un problème aussi générationnel. On a soit des jeunes un peu perdus, qui ne savent pas trop quoi faire de leur vie, et la seule source d'inspiration qu'ils peuvent trouver, c'est revenir à un modèle que soit perçu comme vintage, soit comme nostalgique, dans tous les cas, qui est un modèle d'un autre temps, d'un temps passé, d'un temps révolvé. Et les seules inspirations, c'est des vieux. Enfin, le monsieur, il est plutôt vieux. Voilà, c'était mieux avant. C'est ce que nous dit un peu le film. C'est ce que nous dit aussi le cinéaste, parce que dès le premier plan, on voit qu'on a affaire à
très grand admirateur d'Ozu, puisqu'il utilise le format 1.33, il réutilise le format ozuien, il réutilise également le plan tatami, c'est-à-dire qu'il filme vraiment très proche du sol, dans les intérieurs notamment. Sauf que c'est juste une signature qu'il met comme ça au tout début du film, mais ensuite le film, il prolonge pas du tout la rigueur qu'on a chez Ozu. C'est-à-dire que bon, la caméra se met à bouger, d'ailleurs c'est filmé à l'épaule plus ou moins. Il y a quelques effets de focale aussi, il y a quelques petits effets comme ça, quelques petites fioritures qu'il n'y aurait jamais eu chez Ozu, en tout cas dans le Ozu dernière période, quand il a réalisé ses grands chefs-d'œuvre. Wenders a fait beaucoup pour la découverte du cinéma d'Ozu en Europe, comme il a fait beaucoup pour la découverte de la peinture d'Edward Hopper, et qu'il ne faut pas oublier que ça reste un très grand passeur de cinéma et d'art en général. Et donc de voir qu'aujourd'hui il est plus dans un geste qui singe un peu les maîtres, moi de mon point de vue en tout cas, c'est un petit peu dommageable. Un film peut-être parfait pour Noël, un film un peu un bizarre feel-good movie, pour des raisons qui pourraient aussi nous faire interroger, parce que si on a un certain plaisir d'isolement, un certain plaisir de s'éloigner de la société, on retrouve peut-être à travers le personnage principal ce plaisir-là, c'est parce qu'on ne va pas très bien, parce que peut-être la société nous est un peu trop lourde. Donc je ne sais pas, pour moi c'était aussi l'occasion de de m'interroger moi-même pourquoi j'avais toute une série de plaisirs par rapport à ce film, qui finalement met en avant, figure justement un peu ermite, un peu hommage, volontairement hommage, justement avec des grandes difficultés d'interaction avec les autres personnes, et justement de façon exagérée peut-être représenté comme bon. Donc il y a aussi ces pressions presque morales. C'est vrai que voilà, peut-être aussi pour adoucir le propos, Wim Wenders depuis, depuis 85 et Paris, Texas, il est devenu un peu lui-même tragiquement cette figure de comment s'appelle-t-il, Travis, je crois, le personnage de Paris, Texas, donc voilà, inspiré de la figure d'Ulysse, qui à la fin du film se repère à nouveau dans l'amplitude du paysage américain pour continuer son voyage vers où on ne le sait pas. Et en fait, voilà, depuis 85, Wenders est perdu, il avance dans les limbes. Et à chaque nouveau film, on a toutes et tous l'espoir secret qu'ils reviennent enfin à Ithaque. Perfect Day, c'était pas tout à fait ça, mais on se dit que le port d'Ithaque n'est peut-être plus si loin. C'est une belle conclusion. Moi, j'ai peut-être été effectivement un peu dur dans mes propos par rapport à ce moment Wenders qu'on vient de traiter. Mais qui aime bien châtie bien. Et puis, en plus, je trouve que dans ces deux films, il y a quand même quelque chose, on n'en a pas forcément parlé, mais ça montre quand même deux figures de solitude extrême. Je veux dire, Anselm, comme ce personnage de Hirayama, ce sont des gens qui sont presque résignés dans la solitude. Et je me demande si ça, c'est pas aussi quelque chose qui concerne tout simplement Wim Wenders, qui aujourd'hui doit se sentir drôlement seul dans cette espèce de grande maison nostalgique de cinéma, dans lequel de film après film il se balade, comme si chaque pièce était un moment comme ça et qu'il essayait de nous rappeler. Et je sais pas, cette solitude-là, en tout cas, moi, m'a touché par rapport à Perfect Days. Merci beaucoup Nicolas Bézard, merci beaucoup Emilien Gur pour ces discussions, pour cet dialogue autour des deux derniers films de Wim Wenders et autour de ce cinéaste à la fin de sa carrière peut-être. Merci Giuseppe.